Alors, donc, je vais vous parler du nouveau-né de mère diabétique et, comme je vous l'ai dit, vous brossez ce tableau à partir des résultats d'une étude objective, on va dire. Donc, vous savez que le diabète maternel se définit, donc, soit c'est un diabète qui préexiste à la grossesse, soit c'est un diabète gestationnel qui, par définition, est un diabète qui va apparaître pendant la grossesse ou qui va être reconnu pendant la grossesse, qui, normalement, s'il est bien gestationnel, doit disparaître à la fin de la grossesse. Et la fréquence du diabète pendant la grossesse varie en fonction des endroits et en fonction du mode de dépistage. Alors ça, c'est un sujet que je ne détaillerai pas, mais qu'on pourra discuter. Et en France, en 2012, on avait une fréquence de l'ordre de 7,5%. Donc, le diabète, vous êtes tous convaincus que ça entraîne des complications chez le nouveau-né. Cela dit, on peut un peu nuancer. Et en fait, certaines circonstances vont aggraver le risque de complications. Le diabète prégestationnel par rapport au diabète gestationnel, l'obésité maternelle et la macrosomie. Alors, les complications néonatales sont multiples et les risques sont plus élevés en cas de diabète prégestationnel. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Je vais vous expliquer le principe de cette étude à laquelle j'ai eu la chance de collaborer, qui en fait a été initiée par la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, qui avait voulu tester des bases de données. Donc ça tombait bien, parce qu'ils étaient intéressés par le diabète et grossesse. Donc la particularité, c'est que nous sommes partis des données qu'on enregistre dans ce qu'on appelle le PMSI. Vous savez, c'est le codage des pathologies des sujets hospitalisés ou de leur prise en charge qui nous permet d'être payés, d'ailleurs, sur notre activité. Et donc, on avait repéré en 2012, dans le PMSI, tous les séjours d'accouchement ou d'interruption médicale de la grossesse après 22 semaines. Et l'avantage, le point important aussi, c'est que l'on avait pour toutes les mamans le chaînage avec ce qu'on appelle la SNIRAM. Alors la SNIRAM, c'est une mine d'or auquel on n'a jamais accès, parce qu'en fait, si vous voulez, on est tous surveillés, on le sait, mais la sécurité sociale a une base de données, la SNIRAM, où toutes nos consommations médicamenteuses sont enregistrées. Donc pour chaque individu, il y a l'historique des consommations médicamenteuses, l'ALD aussi, longue maladie, vous voyez, ça va jusqu'aux bandelettes pour surveiller la glycémie. Donc on avait cette possibilité, puisque c'était la CNAM qui avait initié cette étude, de relier le séjour d'accouchement de la mère avec des consommations médicamenteuses. Et enfin, dernier point, et ça c'était une nouveauté qui est apparue en France en 2010 ou 2011, c'est que le séjour de la mère est chaîné avec le séjour de l'enfant, ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire, si vous avez une pathologie maternelle, vous pouvez revenir à l'enfant et savoir s'il a été pris en charge pour une pathologie particulière qui pourrait être en rapport avec la pathologie maternelle. Donc c'est quand même une première, cette étude, ce qui nous a permis d'avoir accès avec le PMSI à plus de 796 000 accouchements ou IMG après 22 semaines en 2012. Et nous avions le chaînage mère-enfant pour plus de 700 000 enfants. Donc vous voyez, c'est quand même une grosse population d'études, ce qui permet d'avoir des données solides sur un certain nombre de points. Alors comment est-ce qu'on a utilisé cette base de données SNIRAM? Ça nous a permis, ce qui est absolument... je ne vais pas insister sur quelle était cette étude, mais c'est un sujet qui me passionne, le diabète, et il y a plein de questions auxquelles on ne pouvait pas répondre, parce que quand vous êtes comme ça sur des grandes populations, souvent vous n'êtes pas fin sur le classement des diabètes. Vous dites, diabète et grossesse, voilà. Mais on ne sait pas très bien si c'est des diabètes de type 1, des diabètes de type 2 ou des diabètes gestationnels. Et comme nous avions accès à la SNIRAM, on a pu classer les diabètes. Alors je ne vais pas vous faire tous les types de classements, mais je vais vous montrer le principe pour le diabète gestationnel. Donc en fait, on a considéré qu'on avait affaire à un diabète gestationnel quand évidemment la mère n'avait pas de traitement avant la grossesse, quand au cours de la grossesse, on avait la délivrance, au moins une délivrance d'insuline ou de bandelettes de surveillance de la glycémie, et on avait bien sûr, si possible, le PMSI, c'est-à-dire le codage du diabète dans le PMSI, mais vous savez que le codage du PMSI n'est pas fiable, donc ça nous permettait justement de récupérer ce diagnostic. Et bien sûr, on excluait du diagnostic de diabète gestationnel s'il y avait eu un traitement avant la grossesse. Et de la même façon, pour le diabète de type 1, on a pris les femmes qui avaient de l'insuline avant, pendant, après la grossesse. Vous voyez, c'était l'idée. Donc ceci nous a permis de classer les diabètes. Donc on a donc pu voir que 0,16% des femmes avaient un diabète de type 1, 0,24 un diabète de type 2 et 7,24 un diabète gestationnel. Sachant que, première remarque, on était en 2012 sur les nouvelles modalités de dépistage qui avaient été édictées par le CNJOF en 2010 en France. Donc c'est un dépistage par HGPO 75 grammes entre 22 et 26 semaines à peu près.
Et donc on était là-dessus avec normalement un dépistage qui n'est pas systématique mais ciblé. Et deuxième chose, c'était la première fois qu'on montrait en France que finalement la fréquence du diabète de type 2 était supérieure à celle du diabète de type 1, mais je crains malheureusement que ce soit le cas maintenant dans beaucoup de pays du monde, et je crains que ce ne soit le cas chez vous, vu l'augmentation de l'obésité qui augmente le diabète de type 2, évidemment. Voilà. Alors ensuite, eh bien, écoutez, on a regardé un certain nombre d'occurrences. Alors effectivement, on n'est pas très raffiné, hein. On n'a pas regardé l'ictère et l'hypoglycémie, parce que ça, le codage, c'est pas du tout fiable. Mais on a regardé, vous voyez, les décès périnataux, l'accouchement avant 37 semaines, l'asphyxie, la macrosomie, les traumatismes obstétricaux, donc plexus brachial ou fracture, les malformations cardiaques, les malformations du système nerveux central et la détresse respiratoire. Alors je suis désolée parce que mais on va reprendre de toute façon, ça a été un peu décalé là sur mon diaporama. Donc qu'est-ce que l'on peut voir? On peut voir que donc là vous avez des odds ratios, c'est-à-dire des risques, que les risques sont bien plus importants pour les diabètes prégestationnels et en particulier pour le diabète de type 1 où tous les odds ratios sont augmentés et plus élevés que pour le diabète de type 2, sauf sur le décès périnatal. Et ça a déjà été montré dans d'autres études. C'est dans le cadre du diabète de type 2 qu'il y a le plus de décès périnatal. Et finalement, dans le diabète gestationnel, il y a effectivement des risques qui sont augmentés. Le principal risque, c'est tout est décalé. Je suis désolée. Donc je ne vais pas mettre les petits carrés parce que je ne sais pas pourquoi. Donc la macrosomie est le risque le plus élevé. Mais voyez qu'on a aussi un risque augmenté de malformation cardiaque, de traumatisme obstétrical, de prématurité, d'asphyxie. Et de façon étonnante, on avait l'impression que le diabète gestationnel était plutôt protecteur pour le décès périnatal. On avait plutôt une diminution, on pourrait se dire, ah super, on est vachement fort, on les surveille bien. Eh bien, nous allons réfléchir ensemble. Voilà, je suis désolée, je passe tout ça. Alors, on va revoir point par point, un petit peu plus en détail, les complications. Et en ciblant la diabète gestationnel, puisque c'est beaucoup de réponses qu'on a pu apporter là-dessus. Donc, comme je viens de vous le montrer, le diabète gestationnel a une mortalité périnatale un risque beaucoup plus faible que dans les autres types de diabète. Alors, est-ce que vous pensez que le diabète gestationnel a un effet protecteur sur la mortalité périnatale? Donc, je vais vous donner la réponse non. Là, je vous laisse réfléchir à cette phrase. J'aimerais bien, je suis professeur. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle le biais d'immortalité. Quand on dit les professeurs vivent plus vieux que les docteurs, c'est faux. Malheureusement, c'est faux. Parce que quand on devient professeur, on a déjà un certain âge et il y en a déjà qui sont morts avant d'être nommés professeurs. Donc non, ils ne vivent pas plus vieux que les docteurs. Et en fait, ce biais consiste à ne pas attribuer correctement les périodes de suivi et le statut clinique lors de l'analyse et des résultats d'une étude de cohorte. En fait, très simplement, le diabète gestationnel, on le dépiste entre 24 et 28 semaines. Et le plus souvent, nous avons considéré, je vous rappelle, toutes les naissances à partir de 22 semaines. C'est-à-dire qu'entre 22 et 28 semaines, il y avait probablement dans nos décès, etc., des diabètes gestationnels qui n'avaient pas été identifiés. D'accord ? Donc c'est ça le biais d'immortalité. Et donc ce qui est représenté sur ce schéma, c'est-à-dire qu'il faut, en fait, si on veut vraiment analyser la mortalité liée au diabète gestationnel, il faut partir du moment où on a fait le diagnostic et pas avant. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc on a repris les décès après 28 semaines et en fait vous voyez qu'il n'y a pas d'augmentation ni de diminution du risque de mortalité périnatale en cas de diabète gestationnel. Enfin la bonne nouvelle c'est que le diabète gestationnel n'augmente pas le risque de mortalité périnatale mais il n'est pas non plus protecteur. D'accord ? Voilà. Ensuite, il y a un certain nombre de malformations que je ne vous détaillerai pas qui sont liées au diabète pendant la grossesse. Le problème, c'est que vous êtes d'accord avec moi qu'on sait que les malformations, elles sont liées à l'équilibre glycémique périconceptionnel. Théoriquement, dans le cas du diabète gestationnel, on ne devrait pas avoir de malformation puisque c'est quelque chose qui va se révéler à partir du 2e trimestre. Alors parfois, on a des diabètes gestationnels précoces, mais c'est plutôt fin de 1er trimestre, c'est quand même pas au moment de la phase embryonnaire. Donc en théorie, il ne devrait pas y avoir de risque de malformation augmenté en cas de diabète gestationnel. Parce que tout ça, c'est des choses qui sont décrites et qui ont été décrites avec les diabètes prégestationnels. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé finalement ? Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est que, je vous rappelle qu'on avait montré que dans le premier tableau, je t'ai montré qu'il y avait une augmentation du risque des malformations cardiaques
alors que les malformations du système nerveux central ne sont pas augmentées. On a différencié, grâce à la SNIRAM, non seulement, comme je vous ai dit, on a pu classer tous les types de diabète, mais on a pu en plus analyser le diabète gestationnel selon qu'il était ou non traité par insuline. Donc niveau un petit peu plus fin d'analyse. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que l'augmentation du risque de malformation cardiaque liée au diabète gestationnel est en fait liée au groupe de femmes traitées par insuline. D'accord ? Après, lorsque les diabètes gestationnels ne sont pas traités par insuline, il n'y a pas d'augmentation du risque de malformation cardiaque. Alors on s'est dit, on a encore laissé passer des diabètes de type 2 méconnus. Il y a des diabètes de type 2 là-dedans qu'on n'a pas bien identifiés. Donc on a repris notre affaire, et effectivement, je vous rappelle que quand on a défini le diabète gestationnel, on ne s'est pas intéressé à ce qui s'est passé après l'accouchement. On a dit juste rien avant et des choses pendant. Donc on a refait notre définition de notre groupe en fait avec un nouveau critère. C'est-à-dire qu'on a exclu du groupe diabète gestationnel ceux qui avaient eu des médicaments après la grossesse. Vous voyez, c'est vraiment une stratégie de recherche. On a dit après, c'est pas possible, on a oublié un truc. Et donc on a du coup repris notre groupe en excluant les diabètes de type 2 qui avaient pu encore se glisser dans le diabète gestationnel. Et finalement, eh bien, on reste avec un surrisque de malformation dans les diabètes gestationnels traités par insuline, malgré, a priori, on a bien épuré sur les diabètes de type 2. Donc c'est embêtant. Eh bien, on va y réfléchir après, et moi je pense qu'il y a l'impact de l'obésité maternelle, et je vous en dirai un mot après. Alors, et par contre, je n'ai pas d'explication, je n'ai pas dit, vous avez vu qu'on n'a pas de surrisque sur la malformation cérébrale. Probablement que les mécanismes liés à la malformation sont différents, mais voilà. Alors, ensuite, la macrosomie. Bon, alors, vous avez vu, la macrosomie, je vous rappelle qu'il y a plusieurs définitions. Soit on prend le point de vue de l'obstétricien qui donne une valeur absolue de poids, ce qu'on comprend parce que lui, il doit sortir l'enfant, donc c'est un problème de volume. Et puis nous, on est un peu plus raffinés, on va dire, et on a besoin de prendre en considération aussi le terme. Donc on utilise le 90e percentile parce qu'on sait qu'à 36 semaines, 3,8 kg, ça ne va pas forcément bien se passer. Donc on est quand même déjà inquiet. Alors, donc ça, c'est pour vous expliquer le mécanisme de la projection est vraiment très belle, de la macrosomie, mais ce n'est pas le problème. Donc en fait, je vous ai montré que le risque de macrosomie était augmenté sur le premier tableau. Là, ce que je vous ai montré, c'est des courbes qu'on avait établies, parce qu'on avait déjà fait la même étude en 2011, on avait recommencé, on avait un chaînage qui était moins important, mais on avait fait des courbes, les courbes de croissance, si vous voulez, en fonction du type de diabète, donc diabète de type 1 en rouge, diabète de type 2 en vert, et le diabète gestationnel en jaune. Donc vous voyez que dans tous les cas, les courbes sont supérieures, sont au-dessus des courbes des patients qui n'ont pas de diabète. Là, je vous invite à ne pas regarder ce point-là, parce qu'à plus de 40 semaines, fort heureusement, les femmes diabétiques ont pour la plupart accouché, ce qui est plutôt rassurant, parce que sinon ça peut mal se passer. Mais vous voyez, donc ce qu'on peut dire, c'est que le risque de macrosomie est augmenté dans tous les types de diabète, et c'est effectivement lié à l'hypothèse de Petersen qui dit que la glycémie de la mère est en équilibre avec celle du fœtus, ce qui va fabriquer de l'insuline, ce qui va le faire grossir. Et ce que je voulais que vous voyiez aussi, ça c'est pas nos résultats à nous, mais que dans cette étude, les auteurs ont regardé parmi des enfants nés de mères avec diabète gestationnel, ceux qui faisaient moins de 4 kg et ceux qui faisaient plus de 4 kg, donc on peut être macrosome ou non si la mère a un diabète gestationnel selon comment elle est traitée. Et en fait, ils ont montré qu'il y avait une augmentation des risques pour les nouveau-nés de mère avec diabète gestationnel s'ils sont gros. Vous voyez, ils ont un risque d'hypoglycémie qui est multiplié par 2,6, un risque de dystocie des épaules, de lésion du plexus brachial qui est très augmenté, un risque de détresse respiratoire multiplié par 3. Donc ce que je veux dire par là, c'est que quand on a un diabète gestationnel, le risque va être différent selon que l'enfant est macrosome ou non à la naissance. Voilà. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le traitement du diabète gestationnel, ça marche. Hein. Il y a au moins 2 méta-analyses, là je vous en ai mis une, qui ont montré que le fait de traiter le diabète gestationnel diminue le risque de macrosomie, donc il faut bien traiter ces femmes. Alors, les traumatismes obstétricaux et la détresse respiratoire, donc vous savez qu'il y a un certain nombre de traumatismes possibles, en dehors de la dystocie des épaules. Donc, quelque part, on se fiche un peu parce que si l'obstétricien se sort de cette dystocie, ben voilà, on dirait qu'il y a une dystocie. Ce qui nous embête, c'est les lésions qui vont suivre, notamment l'atteinte du plexus brachial, éventuellement les fractures, mais en général, elles récupèrent. Et c'est aussi les lésions au niveau du scalp qui peuvent être liées aux manœuvres instrumentales. Donc, nous, on a regardé les fractures et les plexus brachiaux. Et donc là, de la même façon, en divisant le diabète gestationnel selon qu'il est traité ou non par insuline, vous voyez que finalement,
on a un surrisque de lésions, mais qu'on retrouve finalement dans les deux groupes. Et j'allais dire, je vous ai remis la macrosomie qui est un peu en parallèle du risque de la macrosomie. Alors ça, c'est un point auquel je suis très attachée parce que en 2010, j'avais participé avec le Collège des obstétriciens aux recommandations sur le diabète gestationnel et je n'avais pas pu conclure à l'époque sur le risque de détresse respiratoire chez les nouveau-nés de mères avec diabète gestationnel. La littérature ne permettait pas de conclure parce qu'en fait, on vous disait, oui, il y en a plus qui sont hospitalisés, mais on ne savait pas de quoi, etc. Donc là, nous, on a regardé les codes PMSI en rapport avec les détresses respiratoires. Et donc, on a pu montrer, je vous l'ai mis sur la première diapo, un petit risque de détresse respiratoire. Et en fait, ce surrisque, il est effectivement particulièrement marqué particulièrement marqué, c'est 40% de plus, chez les nouveau-nés de mères diabétiques traités par insuline. Mais on ne retrouve pas d'augmentation du risque de détresse respiratoire lorsque la mère n'est pas traitée par insuline. Pour l'asphyxie, je vous l'ai mis au-dessus, il n'y a pas de différence finalement selon que la mère est traitée ou non par insuline. Et je vous ai remis des choses que je crois que je vous avais peut-être pas mis sur la première diapo, c'est qu'on a aussi regardé des occurrences maternelles pour dire que est-ce qu'il y a aussi dans la détresse respiratoire le rôle de la césarienne qui est plus fréquente chez les femmes traitées par insuline. Elles ont aussi, par contre, l'éclampsie, prééclampsie n'est pas différente. Et puis il y a un petit peu plus de surrisque de prématurité chez les femmes qui sont traitées par insuline. Voilà, donc je voulais revenir, parce qu'on ne peut pas à l'heure actuelle parler de diabète sans parler d'obésité maternelle, et d'ailleurs on l'a vu avec le problème des malformations. Donc pourquoi ? Eh bien parce que le risque de diabète gestationnel est multiplié à peu près par 3,5 chez les femmes obèses. Donc ça on le retrouve dans différentes, je vous en ai choisi une, mais il y en a d'autres. Donc diabète gestationnel et obésité maternelle sont très associés. L'obésité maternelle augmente aussi le risque de macrosomie, à peu près de 2,5 fois quand on reprend l'ensemble de la littérature, et elle augmente la mortalité. Et donc cette étude, elle est vraiment très jolie parce que les auteurs ont pris soin d'exclure les malformations congénitales et les diabètes prégestationnels, donc on est vraiment dans le cadre de l'obésité. Vous voyez que le nadir de la mortalité, de la probabilité d'un décès périnatal, c'est à 23 kg mètre carré sur l'IMC. Et après, vous avez une augmentation linéaire de cette mortalité avec l'IMC de la mère. Et donc, surtout, l'obésité maternelle en elle-même probablement augmente le risque de malformation. Donc là, je vous ai mis, parce que j'ai fait une revue récente de la littérature, à peu près le surrisque lié à l'obésité maternelle. Et donc, vous retrouvez des malformations qui, effectivement, sont aussi présentes dans le diabète, mais vous retrouvez des malformations qui ne sont pas classiquement décrites dans le diabète, comme la hernie de Coupole et l'omphalocèle. Et donc, de plus en plus, et il y a des études qui ont fait aussi des ajustements, parce qu'ils avaient à disposition les données sur le diabète de la mère, et qui montraient que les risques n'étaient pas très différents, selon que la mère était diabétique ou non, concernant ces malformations. Donc là, l'obésité maternelle augmente le risque de malformation, et elle augmente aussi le risque de complications néonatales. Vous voyez, là, vous avez la fréquence des complications néonatales sur un critère composite, et en fait, vous avez une augmentation linéaire de la fréquence de cette complication avec l'IMC de la mère. Voilà, donc au total, les risques de complications fœtales et néonatales sont augmentés en cas de diabète prégestationnel de type 1 ou de type 2, en cas de diabète gestationnel traité par insuline, de macrosomie associée et d'obésité maternelle. Et là, en fait, on avait fait le résumé des complications qui étaient augmentées chez les femmes traitées par insuline. Et je pense que c'est fini. Ouais, voilà. Je voulais juste dire que le diabète... On a un petit peu du mal à sensibiliser les néonatologistes en France au diabète et l'obésité maternelle, mais c'est quand même 7,5% des grossesses en France, ce qui est à peu près la même chose que la prématurité. Alors évidemment, elles ne se compliquent pas toutes, mais c'est quand même un sujet, je pense, important. Je vais laisser celle-là et je reviens. Voilà, je m'arrête là. Très bien. Merci beaucoup pour cet excellent exposé. Des questions ? Oui ? Merci pour votre excellente présentation. Alors, ma question, c'est un débat qu'on a tout le temps avec les gynécos, c'est quelles femmes ont le droit de qualifier comme porteuses ou ayant un diabète gestationnel. Alors, est-ce une glycémie à jeun normale écarte le diabète gestationnel,
ou faudrait proposer pour les gynécos de faire une HGPO systématique à toutes les femmes? Alors ça, je connais bien, mais c'est normalement pas mon domaine, hein, c'est le domaine des obstétriciens. Donc à l'heure actuelle, il y a la stratégie de dépistage, c'est de faire une glycémie à jeun du premier trimestre, parce que vous pouvez effectivement diagnostiquer. Donc si la glycémie à jeun au premier trimestre est supérieure à 1,26, on parle même de diabète prégestationnel. Supérieur à 0,92, on dit diabète gestationnel, ce qui peut-être est un peu sévère. Mais si la glycémie à jeun est normale, il faudra faire la HGPO au deuxième trimestre. Non, nous, c'est plus systématique parce qu'on s'était rendu compte que si on faisait du dépistage à tout le monde, on aurait à peu près entre 14 et 16% de femmes qui seraient diagnostiquées diabétiques et qu'on n'était pas capable de les prendre en charge. Donc, on a ciblé la population la plus à risque et celle pour lesquelles les conséquences seraient les plus élevées. Donc, c'est les femmes qui ont un IMC supérieur à 25, un âge de plus de 35 ans, un antécédent de diabète gestationnel, un antécédent de macrosomie et un antécédent de diabète au premier degré dans la famille. On fait du ciblé. Parce qu'après, une fois qu'on les a dépistés, il faut les prendre en charge. Patrick, une question. Là, devant, s'il vous plaît. C'est plus un commentaire d'abord. Merci beaucoup Delphine. Alors, c'est un commentaire sur l'importance des bases de données. Et on voit que là, c'est une base de données de la CNAM. Et comme tu l'as dit, il y a des données très importantes, mais qui ne sont peut-être pas suffisamment fines pour aller dans ce certain nombre d'analyses. Donc, d'ailleurs, du coup, on n'avait pas l'IMC de la mère. Ouais. Tu vois, c'est ça. Et donc, tout ça pour dire que, malheureusement, en France, contrairement à d'autres pays, on n'a jamais réussi à se mettre d'accord sur des bases de données communes à nos unités. Donc il y a des réseaux particuliers qui nous permettraient effectivement de pouvoir avoir un certain nombre de réponses, un certain nombre de questions qu'on se pose toujours. Et surtout des éléments de suivi en population qui sont très importants. Oui. C'était juste un petit oui, non, c'est très. Je trouve que l'étude, le design est joli parce que voilà, on montre qu'on peut utiliser ces bases de données avec les limites à la fois sur ce grand nombre, mais avec le raffinement qu'on a pu avoir aussi sur le classement des diabètes qui était quand même sympa. Mais on n'a pas l'IMC de la mère, ça c'est frustrant, parce que là on pourrait vraiment bien répondre aux questions. Merci, on va passer à la deuxième communication, parce qu'il y a un décalage qui s'est fait. Et donc, si on continue ce matin, on a une demi-heure de plus, on pourra revenir qu'à 15h. Donc, on va faire ça. Hein. Tu fais pas la pause? Donc, si, non, pas tout de suite. Donc, rôle de la microbiote et des antibiotiques dans l'entérocolite. Ça va aller mieux, ça va mieux. Ouais, c'est habitué. Ok, bon, alors on va changer de sujet maintenant. On va parler du microbiote et des antibiotiques dans l'entérocolite, effectivement. Donc, sujet, je pense, qui est extrêmement important, avec aussi une prise de conscience qui est importante concernant les stratégies de traitement des nouveau-nés. Donc, vous savez que l'entérocolite, bon, c'est une inflammation étendue du tube digestif. Je ne vous rappelle pas la définition, c'était pour faire joli. Et donc, elle survient essentiellement chez le nouveau-né prématuré avec une prévalence variable selon les lieux et les périodes. Hein. Ça reste quand même un mystère. C'est agaçant parce qu'on a beau faire des efforts, malheureusement, on en a encore régulièrement. Alors, les causes sont multifactorielles et mal connues. L'apparition de l'entérocolite chez le nouveau-né prématuré donc, est probablement liée à une combinaison de facteurs de risque. Alors, la définition là est très mauvaise. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a probablement une prédisposition génétique parce que tous les enfants, alors qu'on a des prises en charge plutôt homogènes, ne feront pas d'entérocolite. L'immaturité intestinale, les anomalies de la microvascularisation et la colonisation intestinale anormale avec la perturbation du microbiote. Donc vous avez tout ça ici que vous ne pouvez pas lire. Donc le microbiote, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de micro-organismes qui sont hébergés dans le tractus gastro-intestinal. Donc on en parle de plus en plus. C'est énorme. Hein. Alors moi, je ne vous ai pas mis ça, mais ça représente, je crois, plus de cellules que les cellules de notre organisme, hein, le nombre de bactéries de microbiote. C'est un écosystème complexe qui repose sur un équilibre hôte, entre l'autre, les bactéries commensales et les nutriments. Et il est extrêmement important pour notre vie, hein, la vie de l'hôte, notamment donc, sur le plan métabolique, tel que la digestion des acides gras, par exemple, à chaîne courte, parce que les bactéries, elles font du métabolisme pour nous, en fait. Hein. C'est une espèce d'extension de notre capacité métabolique. La production de vitamines essentielles, la récupération d'énergie. Elles servent de barrière aussi en protégeant l'hôte contre la colonisation des bactéries exogènes et permettent la maturation du système immunitaire digestif, en particulier chez les plus petits, donc nos enfants prématurés, en induisant une tolérance vis-à-vis des bactéries qui le constituent. Chez le nouveau-né à terme, il y a une cinétique de développement du microbiote qui maintenant est bien connue, avec au départ, le tube digestif va être colonisé
par des organismes anaérobies. Donc c'est ceux que vous avez ici. Et comme ils sont assez aérobies, ils vont consommer l'oxygène du coin. Et du coup, après, c'est les anaérobies qui vont venir dans un deuxième temps. Donc premier temps, entérobactéries, staphylocoques, entérocoques. Et puis ensuite, ceux qu'on aime bien, les bifidobactéries, les bactéroïdes, les lactobacilles, qui vont arriver. Et donc, on sait que la mise en place du microbiote du nouveau-né à terme va dépendre de la voie d'accouchement. Vous savez que les accouchements par césarienne modifient l'installation du microbiote, la prématurité, les modes d'alimentation et les antibiotiques. Il se compose pour le nouveau-né prématuré. Alors oui, pardon, chez le nouveau-né prématuré, il n'est pas tout à fait pareil que celui du nouveau-né à terme, ce microbiote, puisqu'il va se composer en fait majoritairement des premières espèces à apparaître, staphylocoque, entérocoque et entérobactère et clostridium, parce qu'en fait, le prématuré, il a un retard de colonisation et une faible abondance de certains genres, tels que les bactéroïdes, les lactobacilles et les bifidobactéries. Or, c'est ceux-là qui ont des propriétés bénéfiques. Et en revanche, donc, ils ont une colonisation plus fréquente par ceux qu'on n'aime pas beaucoup, les entérobactéries et les clostridiés. Donc, en gros, ils ont une plus faible diversité microbienne et une plus grande proportion de bactéries pathogènes. Donc, comment est-ce qu'on peut faire le lien, puisque c'est notre propos, entre ce microbiote qui est perturbé chez le prématuré et donc qu'on appelle dysbiose parce qu'il est déséquilibré, parce que donc il n'est pas constitué comme il le devrait être avec un équilibre dans les bactéries qui constituent normalement l'écosystème, et le lien avec l'entérocolite. Alors, donc, on sait qu'il existe une plus faible diversité et de richesse bactérienne chez les patients présentant une entérocolite par rapport aux patients contrôle. Ça a été montré, je vais vous le remontrer d'ailleurs. Et ce qui est important, c'est que les cas d'entérocolite ne s'observent pas chez le prématuré. Hein. Le late preterm, c'est autre chose. Hein. Chez le prématuré, avant les 8-10 premiers jours de vie, quand les premières bactéries se sont implantées, et lorsque la colonisation par des genres anaérobies strictes commence. Et on sait que plus le nouveau-né est prématuré, plus la colonisation commence tard et plus faible est la diversité bactérienne. Et alors, on a aussi des modèles animaux de souris qui n'ont pas de germes, qui sont dites axéniques. Et en fait, ces souris qui n'ont pas de colonisation de leur tube digestif ne font pas d'entérocolite. Donc, il y a vraiment un rôle du microbiote dans l'entérocolite. Et vous avez cette remarquable méta-analyse qui a montré qui a comparé donc, la composition du microbiote de nouveau-nés selon qu'ils avaient une entérocolite ou non. Et voyez que ceux qui ont une entérocolite ont plus de protéobactéries, c'est-à-dire les bacilles, les Escherichia coli, Shigella, Salmonelle, les grammes moins. Ils ont moins de firmicutes. Les firmicutes, ce sont ceux-là, c'est-à-dire ceux qui sont sympas, les bacillus, les lactobacilles, les bifidobactéries. Et ils ont aussi moins de bactéroïdes. Donc, clairement, vous avez, on a un déséquilibre de la flore chez les nouveau-nés qui ont fait une entérocolite. Et là, mettons en avant les données françaises que l'on doit à Jean-Christophe Rosé suite à l'étude Épiflore, qui était une étude ancillaire d'Épipage 2. Vous savez qu'Épipage 2, ça inclut des nouveau-nés entre 24 et 31 semaines en France pendant plusieurs mois. Et dans cette étude Épiflore, en fait, on recueillait les cacas, les nouveau-nés, régulièrement. On les mettait au congélateur. D'ailleurs, pour la petite histoire, nous, on avait un congélateur dans le sas du service pour garder les cacas et on nous a piqué le congélateur avec les cacas. Voilà. Non mais c'est terrible. Donc, dans son étude où il avait les selles de ses enfants, il y a eu 14 cas d'entérocolite. Et ces 14 cas, il les a appariés à 73 contrôles. Et vous voyez que pour ceux qui ont eu des entérocolites, les selles étaient prélevées en moyenne 3 jours après l'entérocolite, hein, ce qui est pas mal parce que souvent, quand il y a une entérocolite, on n'a pas de selles pendant plusieurs jours. Et l'âge moyen de prélèvement de ces selles était de 24 jours. Et en fait, ce qu'il a montré, c'est que, en fait, ce qui nous intéresse, c'est les barres noires, parce que le reste, c'est un peu plus compliqué, je n'ai pas le temps d'en parler. Vous voyez que ceux qui ont fait une entérocolite en noir, eh ben, ils n'ont pas le même microbiote que les autres. Il y a le clostridium, le staphylocoque qui prédomine, et il a montré que c'était d'ailleurs le clostridium néonatalé qui était prédominant. Donc, on a une colonisation plus fréquente en cas d'entérocolite par la Staph aureus et Clostridium neonatalé, donc ce qui a été confirmé par cette étude à partir des données françaises. Voilà, donc la perturbation, la colonisation intestinale inappropriée donc, serait un facteur dans la genèse de l'entérocolite.
Et donc, on l'a vu que l'étude du microbiote montre des différences chez le nouveau-né qui fait une entérocolite. Donc, les conséquences sont une protection diminuée vis-à-vis des germes pathogènes hospitaliers, une réaction inflammatoire excessive au niveau des entérocytes immatures, et la prévention passe par... Donc, si on veut arrêter de déglinguer ce microbiote qui déjà n'est pas en forme, c'est d'arrêter d'utiliser systématiquement les antibiotiques à la naissance, parce que ça, quasiment, il y a encore beaucoup d'endroits où prématurité égale infection néonatale bactérienne précoce, antibiotiques. On peut utiliser des probiotiques et on peut utiliser le lait de mer, c'est ce qu'on va voir. Donc là, en fait, antibiotique qui est quand même une source, une cause de facteurs de risque d'entérocolite. Donc là, vous avez les 10 médicaments les plus fréquemment prescrits dans les unités de soins intensifs, et vous voyez que sortent quand même dans le top 10 et même dans le top 3 ampicilline, gentamicine et ensuite céfotaxime et vanco. Donc vous avez 4 antibiotiques qui sortent dans le top 10 des antibiotiques les plus utilisés dans les unités de néonatologie. Et vous avez ici le risque d'entérocolite en fonction de la durée de l'antibiothérapie en période néonatale, et vous voyez qu'en moyenne, vous augmentez de 50% le risque d'entérocolite après une semaine de traitement, ce qui est fait à peu près en moyenne. Donc là, c'était pour montrer l'évolution de la flore d'enfants, c'est visuel, parce que ça va, c'est des couleurs. C'est des enfants qui ont été soit pas traités du tout par antibiotiques première, deuxième, troisième semaine, traités entre 1 et 4 jours, première, deuxième, troisième semaine, traités entre 5 et 7 jours, première, deuxième, troisième semaine. Donc vous voyez que les aspects des répartitions des bactéries dans le microbiote est complètement différent selon qu'on est traité ou pas et selon la durée du traitement. Donc voilà. Et enfin, l'antibiothérapie et donc l'impact de l'antibiothérapie sur le microbiote, ça c'est une revue qui a montré que donc on diminue la diversité microbienne, ça on est d'accord. C'est associé à une diminution des bactéries commensales sympathiques. Et bien sûr, surtout, on a l'émergence des BLSE qui vont nous conduire, quand il y aura une infection, à utiliser des antibiotiques encore à plus large spectre pour lutter contre ces BLSE. Donc ça, je vais passer... pourquoi je dis je passe ça? Oui, non, mais ça c'était quand même si pour vous montrer que vous avez normalement un équilibre entre les anaérobies bleus qui sont les firmicutes, qui sont ceux qui sont positifs pour le microbiote, et les noirs qui sont plutôt négatifs pour le microbiote. Et si vous avez une diminution donc, des firmicutes parce que vous avez déséquilibré votre microbiote, les autres vont proliférer. Le problème, c'est que les autres, ils augmentent l'inflammation et la génération de réactifs du stress oxydatif, et du coup, ils vont amplifier leur multiplication, et donc vous avez encore plus de mécanismes inflammatoires qui se mettent en route. Et probablement que chez le prématuré, il y a un problème de régulation de l'inflammation et qu'il y a un excès de réaction inflammatoire. Alors la bactériothérapie, c'est l'utilisation des prébiotiques éventuellement. Donc les prébiotiques, vous savez, c'est des substances alimentaires qui vont favoriser la multiplication des bactéries du microbiote, celles qui ont un effet favorable. Donc il y a des études qui ont montré que la supplémentation en prébiotiques n'a pas d'effet protecteur sur l'entérocolite. Donc si on donne des substances comme les oligosaccharides qui vont favoriser le développement par exemple des bifidobactéries, en fait ça ne marche pas sur la prévention de l'entérocolite. Après vous avez les probiotiques. Les probiotiques, cette fois-ci, c'est directement des bactéries vivantes que vous allez administrer, donc particulièrement des bifidobactéries et des lactobacilles. Et la supplémentation en probiotiques a un effet modéré mais significatif sur la diminution de l'incidence des formes sévères d'entérocolite, mais leur usage n'est pas recommandé actuellement parce qu'il y a quand même aussi des cas de septicémie qui a été décrit avec ces bifidobactéries. Et il semblerait qu'en plus, si on met une seule souche, ça n'est pas suffisant pour rééquilibrer. Vous avez vu, il y a quand même plusieurs types de bactéries commensales qui sont bénéfiques, et donc une seule souche ne serait pas suffisante. Alors, dans la genèse de l'entérocolite, il y a aussi, donc on a vu les antibiotiques, il y a quand même aussi le mode d'alimentation. Et ça, c'est quand même clairement démontré depuis des années qu'on a une multiplication du risque d'entérocolite
par 6 avec l'utilisation du lait artificiel. Et du coup, on peut se poser la question du lien entre le lait de mer, qui aurait plutôt un effet protecteur vis-à-vis de l'entérocolite, et l'effet du lait de mer sur le microbiote. Donc, effectivement, est-ce que le lait de la mer va protéger de l'entérocolite parce qu'il va agir sur le microbiote? Alors, pour réfléchir à ça, eh bien, je suis obligée de vous parler de substances que vous connaissez peut-être pas encore, les HMO. Les HMO, ce sont des oligosaccharides, c'est des sucres complexes que l'on retrouve dans le lait humain et qui sont quasiment exclusivement présents dans le lait humain. Il y en a un peu dans les primates non humains. Mais chez l'humain, vous voyez, ça atteint un taux de 20 grammes par litre dans le colostrum, 5 à 15 grammes par litre dans les matures. Il y a plus de 130 espèces décrites. Alors, c'est très facile, hein, comme je dis, moi, c'est du Lego. D'ailleurs, souvent, je mets un petit Lego sur cette diapo, mais je ne l'ai pas mis. C'est l'association d'une molécule de lactose, glucose plus galactose, qui va être polymérisée avec du N-acétylglucosamine. Et il y en a certains qui vont être sialylés et certains qui vont être fucosylés. Voilà, donc tout ça donne une variété de HMO. Et ces HMO vont résister au pH gastrique, aux enzymes pancréatiques et aux enzymes de la barrière en brosse. Et la majorité va donc être métabolisée par les bactéries intestinales ou excrétée dans les selles. Ce qui veut dire que les HMO n'ont pas de rôle nutritionnel. Donc vous imaginez quand même que 15 à 20% de la masse du lait, c'est des substances qui n'ont pas de rôle nutritionnel. Donc elles ont forcément un autre rôle. Parce que la nature est économe. On ne veut pas gâcher la production de molécules comme ça si elles ne servent à rien. Donc on commence à découvrir, on poursuit la découverte du rôle des HMO. Donc ça, c'était pour vous montrer, par exemple, vous voyez, dans le lait de vache, quasiment rien. Donc c'est vraiment spécifique du lait de femme. Et on sait maintenant, il y a beaucoup d'équipes qui qui étudient l'effet des HMO. Donc, premier effet, comme ils atteignent la partie distale de l'intestin grêle, ils ne sont pas digérés, eh bien, les HMO sont des substrats métaboliques spécifiques de certaines bactéries, comme les bifidobactéries. Donc, quand vous n'avez pas de HMO, vous avez les moches là qui prolifèrent, et quand vous avez des HMO, c'est les jolies vertes qui prolifèrent. Donc, ça aide à façonner le microbiote et à équilibrer la flore du nouveau-né. Et alors, c'est extraordinaire le fonctionnement de ces HMO parce qu'ils ont aussi une capacité de limiter l'adhésion des bactéries pathogènes à la surface de la muqueuse. Et comment? Alors, c'est sûr qu'ils empêchent leur production, mais ils empêchent leur fixation parce que les HMO ont une structure qui est proche de celle des glycanes qui composent le glycocalyx. Le glycocalyx, vous savez, c'est l'espèce de mucus qui a à la surface des entérocytes et qui constitue une barrière. Eh bien, les HMO vont finalement renforcer cette barrière en jouant un rôle de leurre pour ces bactéries pathogènes, ce qui va permettre de les éliminer. Et donc, je vous montre cette recherche parce qu'elle est quand même très visuelle. Hein. C'est un modèle expérimental d'entérocolite chez le souriceau, pardon, pas le nourrisson, le souriceau. C'est un modèle d'entérocolite par dysbiose. Et là, en fait, ils ont utilisé des différents modes d'alimentation. Soit ils étaient alimentés breastfed, donc allaités, soit avec une formule, soit allaités avec un HMO qui est le 2FL, qui est un des HMO connus, qui est très important, enfin très important dans le lait de mer, soit la formule avec ce HMO. Et donc, vous voyez quand même de façon visuelle, donc ceux qui sont allaités ou allaités avec les HMO, d'ailleurs, ça ne change rien. Et en revanche, ceux qui sont avec une formule, quand on rajoute les HMO, eh bien, on limite les lésions d'entérocolite. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont montré que, en fait, si vous les rajoutez dans les 24 premières heures, alors attendez, où je me trompe, non, c'est pas celui-là. Pardon, c'est la sévérité de l'entérocolite, pardon, vous voyez ici, en fait, c'est la même chose. Vous voyez, les formules à fait, c'est ceux qui ont les formes d'entérocolite les plus sévères et les autres, pratiquement, s'équilibrent. Et c'est lié notamment à une diminution du stress oxydatif, probablement l'effet de cet HMO. Donc là, ça résume, et je crois que vous ne voyez pas très bien, de façon théorique, à quel niveau les HMO peuvent jouer pour prévenir l'entérocolite, donc sur la prolifération bactérienne, sur l'adhésion bactérienne, et aussi, ils limitent l'infiltration par les neutrophiles de la barrière intestinale, et du coup, tout ça va permettre de limiter l'inflammation, et qui est quand même le phénomène majeur qui va détruire l'intestin au cours de l'entérocolite. Voilà. Donc, alors, ce que j'ai pas mis, parce que je pensais que je n'avais pas trop le temps,
c'est que il y a des études, là je vous ai juste dit, attention, le lait de mer, il joue probablement un rôle. Et effectivement, il y a des études humaines qui sont sorties à l'heure actuelle et qui montrent que chez les enfants qui ont fait une entérocolite versus ceux qui n'ont pas fait d'entérocolite, alors que tous étaient alimentés avec le lait de leur mère, pourquoi ils font encore des entérocolites? Eh bien, on démontre que la composition en HMO des laits de mer est différente. Chaque mère a un profil de composition particulier et que ceux qui développent une entérocolite ont des mères qui ont une diversité en HMO qui est moins importante. Donc, c'est des substances qui sont importantes à connaître et je pense qu'on va en entendre parler dans les années à venir. Voilà, donc un déséquilibre du microbiote intestinal joue un rôle dans la genèse de l'entérocolite. Bien sûr, il faut limiter le déséquilibre du microbiote en limitant l'utilisation de l'antibiothérapie néonatale précoce et en limitant la durée de l'antibiothérapie. Et donc, pensez à utiliser le lait de mer, qui a un effet protecteur et que l'on peut probablement expliquer en partie par la présence de ces HMO spécifiques à l'espèce humaine. Je vous remercie. Merci Delphine, c'était excellent, franchement.